D'accord. L'expérimentation, c'est un truc que vous expérimentez souvent avec, tout ce groupe de personnes que j'imagine derrière? Bah, pas assez, je trouve. Enfin, et on connaît plein Ah, de gens qui ont fait plein de one-shots un peu atypiques, pompés quelque part, qui sont cool, mais 99% du temps, on va être sur du donjon classique, quoi. Witchworks. Mais tu vois, c'est intéressant que tu me dises pas assez parce que moi j'aurais dit trop, tu vois, spontanément. Ouais. Bah en fait, j'ai peur. Enfin, oui, après, ça fait un truc. Disons que quand j'essaye des choses. Jeu de rôle, le problème dans le jeu de rôle, c'est que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de tout le monde. Et toi, en tant que maître du jeu, si t'arrives avec j'ai un nouveau système du cul et que t'essayes de le vendre à tes joueurs et que les joueurs acceptent de s'investir pour essayer de le comprendre et de s'asseoir autour d'une table pendant des heures pour essayer de jouer avec et qu'à la fin c'est nul et c'est chiant, et ben en fait, tu peux pas faire ça trop souvent avant que les gens t'envoient chier juste. Donc, vu peut y mon avoir un success intérêt rate, quand on va même. dire, je suis déjà dans un mode où faut pas que j'essaye toutes les idées qui me passent par la tête parce que bon, j'aurais plus d'amis en fait. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pour être cobaye d'expérience, même un peu foireuse, du moment que ça implique pas, comme ce que tu nous avais fait une fois, de vraiment faire des maths, quoi. Enfin, Alors, mais ça, le problème, toi, t'avais complètement décroché, encore une ouais. expérience subie, n'est-ce pas? Une autre, beaucoup plus courte, Dieu merci. Au moins, un truc que j'avais vu juste, c'était le timing, pour une fois, moins de 2 heures. Ça a tenu moins de 2 heures. Un petit one-shot d'enquête à Saclay, dans l'université de Dorsay, même plus précisément. Et bah, juste, il y avait des indices papier d'un professeur disparu qu'il avait griffonné et les joueurs fouillaient son bureau et leur donnaient les indices papier et les indices papier ont circulé entre les joueurs. Chaque joueur, et en fait je m'attendais à ce qu'ils circulent. Chaque joueur a pris un indice, il a lu l'indice, il a réfléchi tout seul, il a reposé l'indice sur la table, personne n'a rechopé l'indice de quelqu'un d'autre parce que pour eux c'était lu et donc comme dans un escape game tu fais confiance aux autres pour réduire leur côté de l'énigme, sauf qu'il n'y a pas eu, contrairement en escape game, la composante je fais circuler l'info, je sais pas trop pourquoi. Et du coup, il y a un joueur qui s'est retrouvé avec beaucoup d'informations et qui, du coup, essayait de faire toute l'énigme tout seul dans sa tête et du coup, qui réfléchissait beaucoup et qui parlait peu. Il y a pas mal de joueurs qui avaient des brides et qui essayaient de vaguement parler. Et il y a Perrine qui s'est retrouvé avec 2 indices pourris et qui a juste rien eu, personne ne lui a rien dit et qui est resté dans son coin en mode en fait, vous faites quoi? Parce que ça m'intéresse pas beaucoup là actuellement. Ouais, et qui voyait le polytechnicien d'à côté poser ses calculs sur sa feuille, et j'étais en mode allez, I'm out. Sachant que Salut. le calcul nécessaire était quand même assez trivial. Enfin, à la fin, fallait pas inverser une matrice 4-4 pour s'en sortir, quoi. Ouais. Et tu briefes pas les participants d'une manière particulière, tu vois? Ce serait rétrospectivement, c'est très facile de ça dure 2 heures. C'était ça le non, brief. mais ah oui, d'accord. Mais je veux dire rétrospectivement, c'est quand on te dit, voilà, c'est une partie qui a pas marché pour, des échanges d'informations, tu pourrais te dire: «Bah tiens, il y a des solutions assez simples», comme par exemple au début, tu dis: «Bah, ce scénario repose sur l'échange d'informations, n'oubliez pas d'échanger des informations». Les informations, vous savez, celles qu'on doit échanger et Ça puis, se perd pendant. Ça m'était pas venu à l'esprit parce que sur le moment où je dis one-shot d'enquête, en fait, à partir du moment où je dis enquête, pour moi, c'est évident qu'il faut que tout le monde suive l'enquête. Et en fait, je sais pas trop, j'ai pas compris pourquoi ça s'est pas fait, et j'osais pas trop le dire sur le moment de vous êtes con ou quoi, enfin genre parler. Et du coup, j'ai laissé faire, mais ça n'a pas très bien marché. c'est vrai que ça peut donner un peu l'impression de réfléchir à la place des joueurs quand tu leur dis vous savez, il faut faire ça maintenant, ou alors le dire même avec Ça, c'est un avec des truc avec termes, lequel j'ai beaucoup indices un peu trop de forts. problèmes en tant que maître du jeu en général. J'ai une énigme. J'ai pensé à mon énigme, je me suis cassé le cul à la faire, mon énigme. Et je la pose aux joueurs, et ils trouvent pas. Et j'ai pas envie de leur donner la solution. J'ai envie qu'ils cherchent et qu'ils trouvent, parce que c'est fun. Mais en fait, je laisse traîner beaucoup trop longtemps. Et parfois, ça fait une demi-heure qu'ils bloquent sur l'énigme avant que je me dise que faut peut-être quand même qu'on avance, quoi. Ou même. Ça, c'est un truc que j'ai pas encore toujours la bonne intuition de quand relancer les joueurs en leur redonnant un truc, quitte à ce que ça trivialise un peu l'énigme, mais au moins on avance, on reste pas bloqué sans rien pendant des plombes sous prétexte qu'ils ont toutes les informations nécessaires pour déduire la réponse. Ok, mais ils l'ont pas déduite, donc faut quand même bouger, quoi. Et faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, ce que j'ai fait parfois, en mode un indice, tel truc, et les joueurs qui se retournent vers moi en mode mais on l'aurait trouvé, juste laisse-nous chercher, quoi. Mais
bon. Il y a un ami à qui je discute beaucoup de game design et on en est venu un peu à la conclusion qu'en fait, une énigme dans un jeu de rôle, ça devait être un raccourci, mais ça devait pas être un point bloquant. En fait, surtout si tu t'envisages les deux cas où l'énigme peut être résolue ou pas être résolue. Enfin, voilà, c'est des choses auxquelles on est venu à discuter en se disant, voilà, il faut identifier les points bloquants dans ton jeu, dans ton scénario. Et une énigme, ça peut devenir un point bloquant si tu la mets à un endroit critique, alors que ce soit Alors, l'énigme de fin. à ce moment-là, je distinguerais les énigmes et les puzzles. Ah, ok, pardon. Au sens où enfin, non, mais je viens d'y penser. Hein. C'est pas un truc classique que tu retrouves dans la littérature. Pour moi, un puzzle, c'est un truc où, une fois que les joueurs le voient, ils ont toutes les infos qu'il faut pour le résoudre, basiquement, ou elles sont dans la pièce, elles sont faciles à trouver, et il faut pas les cacher pour le coup. Si tu les caches, ça marche pas. Et puis tu sais qu'ils vont finir par y arriver. C'est pas un truc abscon bizarre qui repose sur un bout de lore que t'as sorti il y a 6 ans dans une autre campagne, tu vois. C'est genre un Tetris, tu vois. Bon, voilà. Vous savez Je vois bien, c'est des dalles piégées, avec les couleurs ou des trucs comme ça. Ce genre de truc, oui. Mais une fois que tu as exposé les règles, machin, la solution est relativement simple et les joueurs peuvent trouver. Alors qu'une énigme, ça peut être un truc plus poilu, qui repose sur des indices éventuellement subtils que tu as laissés éventuellement il y a 10 séances, mais qu'un joueur attentif pourrait peut-être capter, et que s'il le capte pas, eh ben, l'énigme est quand même là. Tu as laissé le... Peut-être qu'ils y penseront plus tard en trouvant d'autres informations, et qu'éventuellement ils se diraient « Oh putain de merde, mais du coup c'est lui qui a fait tel truc en fait, parce que tel indice !» Et ça fait des... Enfin, le but c'est de provoquer des moments en fait, waouh, mais en fait depuis le début. Et puis bon, le risque c'est que ils trouvent pas. Du coup, faut pas que ce soit bloquant pour l'intrigue, ça. Rassure-moi, Pinoplate, Brice Powa, c'est bien le plus savant fou de toute votre équipe de rôlistes. Oh, je suis même pas sûre. Non, je pense pas. On a des cas, on a des bons cas. En vrai, j'aime beaucoup notre table de donjons. Oui. On a une table de donjons de 5 joueurs du coup qui est hebdomadaire. Depuis 5 ans. Et on a des profils variés autour. Et tout le monde a fait MJ au moins une fois, je crois. Non, T'as pas fait moi. MJ au moins une fois, toi? Ouais, non, c'est bien. Non. Ok, pardon. Tout le monde sauf Perrine a fait MJ au moins une fois. Et on fait en général pas des campagnes tant que des arcs. On fait plutôt des trucs de l'ordre de 6 mois. Ouais, entre 2 et 6 mois, basiquement. Ouais. Et ensuite, on change de MJ ou d'aventure et de personnages et de machin. Éventuellement, parfois, on retrouve les personnages qu'on avait pris avant parce qu'on se remet dans le même setting, c'était rigolo. Et on a des profils, en tant que rôliste, assez variés, vraiment, autour de la table. Et ça marche quand même. Pas toujours sans friction, mais on arrive à. Enfin, depuis le temps qu'on se connaît, on arrive à se parler pour résoudre les éventuels problèmes quand il y en a. Faut de temps en temps faire un point d'alignement. Mais oui, surtout en attend de cette campagne-là en particulier. C'est ça, mais ça fait 5 ans qu'on rate assez peu de séances. Bah ouais. Et on a des profils très variés. On a autour de la table des gens qui attendent pas forcément les mêmes choses d'un jeu. Et pourtant ça marche. Et je trouve ça très très fun. Ça fait que... Ouais, par comparaison à des joueurs... En fait, quand j'ai commencé le jeu de rôle jeune, au lycée, il y avait personne qui faisait le jeu de rôle au lycée. Donc c'était moi qui a ramené des copains du club théâtre et qui ont fait « Hey, vous voulez faire du jeu de rôle ?» Bon, il a fallu expliquer ce que c'était. Et puis personne connaissait les règles, donc on a bouffé les règles, on a fait des erreurs de jeu pendant 1 an et demi avant de se rendre compte, de temps en temps, des règles, on jouait avec depuis 1 an et on se rend compte, mais c'est pas ça du tout en fait, la règle, c'est juste que j'étais pas repassé dessus, je l'avais pas relu parce qu'il y en a tellement dans Donjons et Dragons des règles. Bref, mais du coup, on avait tous plus ou moins la même conception du jeu de rôle parce que on l'avait découvert ensemble et on s'était formé notre image de ce que c'était en même temps autour de la table. Alors que là, cette table-là, pas du tout. C'est des gens qui ont découvert le jeu de rôle dans des conditions différentes. Et du coup, ça fait que je suis beaucoup plus souvent surpris à la table qu'avec des joueurs avec qui j'ai découvert le truc et joué depuis longtemps, comme c'est le cas avec pas mal d'autres joueurs.
Et je vais être obligé de poser la question, c'est quoi c'est quoi les archétypes de joueurs? C'est quoi tu dis qu'il y a des types de joueurs, je sais plus le terme que t'as utilisé. Comment tu catégorises ça? Pour moi, Ou comment est-ce que la tu grosse, identifies en fait? si on doit mettre un aspect binaire à la chose, il y a ceux qui sont là pour la mécanique et ceux qui sont là pour le lore. Je pense qu'on peut se diviser assez bien en 2 contre 3 là-dessus. C'est un peu extrême comme catégorie. Les extrêmes, il y a ceux que la mécanique intéresse, et il y a ceux que la mécanique intéresse moins. Enfin, c'est plus... Il y en a que ça fait kiffer. Moi, j'en suis typiquement Zénon aussi, mon cousin. J'aime bien optimiser mon personnage dans les règles de Donjons & Dragons qui sont extrêmement lourdes et qui permettent du coup d'aller dans des considérations vraiment très mécaniques. C'est ça. Vous êtes sur la 5e édition? Beaucoup moins. Maintenant, oui. D'accord, ok. C'est ça. Alors que moi et le MJ actuel, par exemple, on peut avoir des persos qui vont être absents des fights une fois sur 2, être complètement à l'ouest par rapport à plein de situations et beaucoup plus se développer dans les moments dialogue, interaction que sur les capacités du perso brut et les résultats, quoi. Il y en a qui thrive beaucoup plus sur les interactions sociales et d'autres qui thrive dans les interactions avec l'environnement qui se font via une couche de règles, que ce soit les combats ou n'importe quoi d'autre. Et toi, Pinoupat, tu les connais, tu peux les optimiser. Toi, Pinoupat, t'as l'air d'être très, très consciente du truc en disant non, moi, mon personnage, c'est assumé qu'il n'est pas optimisé vis-à-vis des règles ou qu'il n'est pas ou que son but ou que mon but n'est pas l'optimisation vis-à-vis des règles. Ouais, parce que vraiment, je vais privilégier l'histoire par rapport à même la survie du groupe, tu vois. Si vraiment on se retrouve dans une situation où j'ai tous mes camarades qui vont crever, mais que c'est vraiment, vraiment pas logique pour une raison X ou Y pour moi de les aider, je préfère ne pas les aider. Ça n'est jamais arrivé, mais je prends l'exemple extrême. Mais il y a quand même... ça n'est jamais arrivé. Je me souviens d'un certain combat où Dame Karen a commencé par se faire égorger. C'était un peu la merde après. Oui, bah là c'est pas de ma volonté. Enfin, Dame Karen était mon personnage. Et tu t'es jeté dans les bras du méchant qui avait une dague. Non mais il était charmant. J'étais charmée. Il était charmant, mais... Mais oui, du coup, ça fait des. Mais oui, voilà, et ça fait, je trouve, des situations plus mémorables, plus rigolotes si effectivement on étire l'histoire dans tous les sens pour voir ce qu'elle a dans le ventre, quoi. Ben, c'est pas tant étirer l'histoire que juste, je dirais, une volonté enfin, plutôt, ne pas avoir peur de l'emmener à des endroits inattendus. Mm-hmm. Ce qui est beaucoup, beaucoup moins problématique dans notre format où finalement on joue assez peu de temps parce que moi je suis en banlieue, il faut que je vienne sur Paris et il faut que je puisse rentrer chez moi. Donc en fait, sur place, on a 3 heures pour manger et jouer, quoi. Du coup, ça fait des séances relativement courtes. Du coup, déjà, on n'a pas envie de s'embarquer dans des combats de 2 heures parce que sur 3 heures, ça fait long. Du coup, on a tendance à les régler vite et à pas essayer de suroptimiser chaque tour parce que on n'a juste pas le temps. Et aussi, ça fait que si les joueurs à une partie, n'importe quoi, avec le MJ est complètement envoyé dans les cordes en mode vous allez là-bas et vous avez tué tous les personnages que j'avais mis dans les... Ouais, d'accord. Ok, et vous parlez à lui, là, le mendiant, là, oui, celui, j'ai pas de nom, attendez, il va s'appeler Jean-René. Et vous lui demandez quoi? Pourquoi vous voulez aller au pôle Nord avec lui? Attendez, très bien. Bon, s'il doit improviser sur un quart d'heure, c'est moins grave que s'il doit improviser sur 3 heures. Je sais que dans ma campagne que je faisais avec les mêmes joueurs sur 3 ans, mais les week-ends, essentiellement les week-ends, et en fait on se prenait une journée et on jouait 2 fois 4 heures avec une pause pour manger au milieu dans la journée. Et ça, si les persos au bout d'1 heure décident de partir complètement en dehors des rails de l'intrigue et de faire carrément autre chose, c'est un problème parce que le MJ a pas le temps de corriger le tir. Il faut qu'il reprépare des trucs. Sauf que si on a prévu de jouer encore 7 heures aujourd'hui, c'est logistiquement problématique, quoi.
D'accord, je sais plus comment on est arrivé des types de joueurs, de ceux qui jusque l'improvisation tôt ou tard dans la partie. Enfin l'improvisation, le sortir des règles Bah, tôt ou tard dans la partie. c'est un peu lié, c'est-à-dire que j'ai du coup des joueurs qui sont beaucoup plus. Mais c'est pas tant un type, enfin tout ça, pour moi chaque joueur, il y a des trucs qu'on peut mettre des curseurs plus ou moins euh, prêts à renvoyer le MJ dans les cordes en sortant en sortant des trucs complètement inattendus qui vont faire dérailler l'histoire, mais c'est pas grave parce que c'est drôle et tout le monde se marre autour de la table et tout le monde a du bon temps, donc j'hésite pas à faire dérailler l'histoire. Ou pas, ou des joueurs qui vont beaucoup plus avoir peur de se retrouver dans une situation où le MJ va dire bon bah pause, stop, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'ai plus rien pour vous, il faut qu'on prépare tout à la prochaine. Il y a aussi donc, des joueurs qui sont moins proches des. Que ça intéresse plus ou moins l'aspect d'optimisation mécanique du jeu de plateau Donjons et Dragons, on va dire. Les règles purement de combat, quoi. Il y a des joueurs qui sont aussi, je dirais, plus ou moins. Comment dire ça? Proche de leur personnage, je sais pas si c'est le bon terme. Mais Ouais, il y en a qui veulent pas mourir. Il y alors, en a non, pour qui oui, le reroll c'est la fin du monde. oui, mais ça se traduit notamment par ça. Notamment, par exemple, je trouve que toi, t'es proche de tes personnages en général. Moi, ça me fait grave chier de mourir avec mes persos parce que je m'investis un peu dans leur création, d'un point de vue des règles, d'un point de vue du concept, et j'ai pas envie de tout recommencer. Je sais que Alexis, pas celui avec lequel on joue maintenant, mais Alexis Tomé, et ben lui, c'était bon, si ça fait 3 séances qu'il a le même perso, il est temps de reroll, quoi. Clairement. Ouais. Et le Ouais. genre de type, il y a un démon au bord de la route. Oh, bonjour, vous pouvez pas faire un pacte avec moi? Il sait pertinemment qu'il va y passer, mais c'est fun, et il va le faire quand même, et puis ensuite il essaye autre chose. Et lui, il avait une excellente maîtrise des règles, parce qu'il a une longue expérience de Donjons et Dragons, en particulier de jeux de rôle en général, et de Donjons et Dragons en particulier, donc lui ressortir un perso, ça lui prenait 20 minutes, donc ça le dérangeait pas vraiment. Et du coup, il n'hésitait pas à les tuer à tour de bras, quoi. Donc c'était vraiment, si je comprends bien, un joueur qui est motivé par le fait de créer un personnage. C'est quasiment ça la partie la plus. Enfin, c'est une Non partie plus, extrêmement pas jouissive vraiment. pour lui. C'est Quoi. plutôt, c'est pas du tout un obstacle pour lui que de devoir reroll. Vraiment, il est là pour faire des trucs fun pendant la séance. Et la préservation de soi, l'instinct de survie, c'est pas un critère dans un jeu de rôle où de toute façon tu meurs pas quand tu meurs et tu peux pas grand chose. Et du coup, si c'est fun, il va le faire, même s'il passe, quoi, il s'en fout. Oh bah tiens, je suis mort, mais c'était bien. Et la séance après, il revient avec un autre perso. Et il hésite pas du tout. Alors qu'il y a plein de gens, dont moi pas mal, qui essaye de faire survivre son perso quand même. C'est un truc important. Dans la campagne que j'avais joué sur 3 ans, les joueurs, on a fait du niveau 1 au niveau 20 plus 4 dont Epic à la 5e, les joueurs étaient attachés à leur perso. Un petit peu, quand même. Il fallait pas qu'ils meurent, quoi. Bah oui, quand on y a pas autant envie de de reroll pertes, à ce stade. faudrait pas les perdre. Non, c'est clair. Et donc tu dis Pinoupat est proche de ses personnages. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit? Comment ça se caractérise? Bah, c'est à moi de répondre ou c'est à toi de répondre? Je sais pas, comme tu veux, C'est vas-y. une question pour vous deux. Moi, je reprends juste le terme que tu as utilisé pour Expo, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, je pense que je m'investis, je pense que j'ai mis du temps à trouver comment faire des personnages qui me plaisaient à moi-même, qui étaient pas neutres. Au début, mes premiers personnages étaient très neutres. Et maintenant, il y a plus de caractère et du coup, c'est plus drôle à jouer aussi. Il y a plus d'enjeux à le faire évoluer dans un monde et avec les autres personnages de la campagne ou PNJ. Et du coup, forcément, en fait, c'est pas tant que je suis proche de mes personnages, c'est que je me prends au jeu de les jouer, je pense. Et que je suis très immergée dans le truc. Mais pour autant, je pense que j'accepterais facilement de reroll. Parce que même si je serais très triste de perdre un perso avec lequel j'ai passé du temps, avec lequel je me suis bien amusée, je pense que dès que je recommencerai à créer le suivant, je me remotiverai pour un nouveau truc qui me tente et j'aurai envie de la prochaine séance et de le mettre en action, quoi. Ok. T'as besoin de créer beaucoup d'attachement, c'est ça? Ah, je pense que oui. D'attachement ou
ou de dégoût, tu vois. Ça m'amuse aussi de créer un personnage Arel, qui... c'était. Ouais, C'était quelque chose. qui est horrible. Mais il faut que ce soit un truc fort. Donc c'est un personnage Ok. hors du commun, c'est ça qui est le plus fun à jouer. Ouais. Alors, la fois où j'ai plus pris mon pied sur un perso, c'est quand j'ai découvert le fait de jouer un perso vraiment bête, vraiment teubé. Terriblement bête. Et c'était génial. J'aime bien aussi, moi, ça me fait plaisir. Quand, quand tu peux un petit peu faire pas forcément le gros neuneu, mais quelqu'un qui, enfin voilà, qui est un Mais il y peu a un indolent, ou aspect, je sais pas. Ouais. Qui a la il y a un masse. aspect très relaxant. Jouer un truc que j'ai fait 2 ou 3 fois, c'est un gros barbare, tu mets 6 en intel et t'arrives, les gens te parlent, tu fais quoi? Et c'est ta réplique principale et ça marche. C'est drôle. Oui. Vous parlez de joueurs qui ont différents types d'attentes, notamment sur le plan tactique, sur le plan narratif, etc. Il n'y a pas des frustrations qui se créent au niveau des attentes. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur qui n'a pas d'appétence pour la partie tactique fait une erreur tactique manifeste? Comment est-ce que... Est-ce Il y a que des ce cas, Ça fait un combat intéressant. Il y a Il y a des eu des frustrations et il y en a de petits temps en temps, reproches qui peuvent mais voler au-dessus de la table. sauf que oui, on communique dessus, basiquement. Mais Il ça s'agit va, il s'agit ouais. principalement de calibrer ses attentes. Et si c'est une campagne orientée combat et orientée survie ça va être les combats vont être challenging et l'économie de ressources va être importante. Les joueurs préparent des persos un peu en accord avec ça, quoi. On a fait une campagne où c'était moi le MJ où j'avais dit exactement ça. Et je me suis retrouvé avec 4 persos qui étaient efficaces en combat et qui cherchaient des combos entre eux et qui ont plié quasi tous les combats de la campagne avec un force tactique plutôt acéré, quoi. Alors que c'était pas vraiment le ton des autres campagnes, mais bon, c'était moi le MJ, donc j'ai un peu donné la couleur. Alors que bon, d'autres campagnes, là on fait une campagne où on est tous les 4 des gobelins. L'idée c'est pas d'avoir des dieux du combat, c'est de se faire pisser dessus par tout le monde. Donc les Ouais, combats c'est ouais, du ouais. damage control et c'est comme ça, quoi. C'est uniquement ça. Il Et, s'agit surtout de donner d'être d'accord sur le ton de la campagne. Et après, s'il y a un combat où, premier round, il y a la barre d'Am Karen qui se fait égorger par l'ennemi et elle est par terre, elle est morte, et que maintenant on est contre un combat de difficulté élevée avec un membre en moins. Et il se trouve que l'autre qui a fait un roublard, il est pas optimisé pour le combat, il peut rien faire d'autre que se planquer chaque tour. On est 2 dans le combat au lieu d'être 4 et il faut qu'on se démerde. Donc c'est pareil, si tu passes d'un mode nous allons plier les ennemis à un mode bon, on va faire du damage control, on va essayer que personne y passe. Chaque tour, on va réfléchir à c'est quoi la priorité critique que si on la gère pas, c'est l'apocalypse. Et tactiquement, c'est fun aussi, j'en ai aussi pour mon argent. Et puis on a entamé le combat avec du RP, on va dire, intéressant. On arrive à y trouver son compte finalement. D'accord. Et alors, attends, si je vous lis bien, Pinoupa, toi, tu fais partie des personnes autour de la table de jeu qui a pas l'appétence pour le tactique, ou un peu moins en tout cas que les autres, ce que vous présentez. Je me trompe ou je me trompe pas? Ouais, non, c'est ça. Comment ça se passe quand tu joues par exemple cette campagne où les attentes sont on va jouer à un jeu tactiquement difficile où il faut se dépasser sur le plan sur le plan justement des combos, de connaissance du jeu, d'utilisation des règles, etc. C'est comment ça se passe toi vis-à-vis de tes attentes? Moi, c'est quelque chose qui peut me plaire dans l'absolu. C'est quelque chose qui me plaît dans beaucoup de jeux de plateau, notamment. Mais je trouve ça dommage de se focaliser là-dessus sur du jeu de rôle, parce que justement, c'est du jeu de rôle. Enfin, pour moi, l'intérêt qui vient par-dessus, c'est les personnages, c'est l'histoire, c'est les interactions, etc. Donc, ce sera jamais mon attente première, la tactique. Après, je comprends que ce soit une partie de ce qui intéresse les joueurs, et très particulièrement certains joueurs autour de ma table. Mais j'irai jamais optimiser ni mes persos, ni ma connaissance des règles, qui est encore
pense, une des plus faibles sur la table pour être au taquet maximum. Enfin, de toute façon, je sais que j'ai 10 ans de retard sur au moins 3 joueurs et que donc je vais pas m'avaler les bouquins de règles maintenant. Enfin, je connais ce qu'il me faut et ça me suffit. Et c'est pas ce qui m'amuse, quoi. Enfin, après, je participe évidemment à la réflexion quand faut se creuser les méninges pour sortir d'une situation, faire un combat sur n'importe quoi. Je peux participer HRP. Ça veut pas dire ensuite que je vais suivre ce qu'on a dit avec mon personnage si ça fait pas sens. Enfin, voilà, il y a un équilibre à trouver. Je veux pas être dans l'anti-jeu, mais je veux pas sacrifier mon divertissement pour l'optimisation mécanique. Je dirais que le seul anti-jeu possible là, dans Donjons et Dragons, c'est volontairement marcher sur le fun des autres gens autour de la table. Si ça te dérange. Bah... Enfin, je veux dire, ouais, mais si on a des définitions du fun qui commencent à s'opposer un peu, tu vois. Tout à fait, mais c'est pour ça qu'on set les expectations. Quand il y a des combats qui se passent pas de façon attendue, bah on s'est mis autour de la table en mode non, mais les gens, s'il vous plaît, quoi, faites ça. Ouais. Et faites ça n'étaient pas les mêmes en fonction des gens autour de la table. Donc on s'est mis d'accord En fait, sur ouais. Mais... le ton qu'on allait donner au combat en particulier dans le reste de la campagne, puis ça s'est bien passé. Le reste s'est bien passé. En fait, mes attentes vont pas tant se porter sur le fait que le combat se déroule de telle ou telle manière, mais plutôt sur le fait que sur notre séance de 2 heures, il n'y ait pas que du combat. Alors ça a pu être le cas dans certains arcs, et je remarque que je m'ennuie. Ça a été beaucoup le cas aussi au début du groupe, pour 2 raisons, je pense. Déjà parce que on connaissait moins bien les règles, et en particulier une bonne connaissance des règles te permet de savoir ce sur quoi tu peux aller vite et ce sur quoi tu peux juste skip carrément tout l'aspect règle parce que c'est pas rentable là tout de suite. Et aussi parce que oui, on n'avait pas encore set les expectations. Typiquement, moi au moins j'avais l'habitude de séances qui étaient plutôt autour de 4 heures de jeu, parce que j'avais moins de temps de trajet quand j'étais en province et que j'y jouais, quoi, là-bas. Et du coup, s'il y a un combat de 2 heures dans la séance de 4 heures, c'est pas grave, il y a de quoi faire autre chose. Ouais. Mais bon, dans la séance de 2h30, c'était un peu plus problématique. Et donc, si je comprends bien, le fait de bien de bien calibrer votre jeu, de bien régler votre jeu, en tout cas au niveau des phases, qu'est-ce qui est de la tactique, qu'est-ce qui est du roleplay, qu'est-ce que voilà, c'est une espèce d'habitude de jeu que vous construisez tous ensemble. Je me gourre pas là? Alors que vous venez d'habitudes de jeu différentes. Manifestement, ouais. Je dirais pas tant que c'est sur les habitudes que sur les appétences personnelles, en fait. L'une se construit sur l'autre, l'autre se nourrit de l'une, enfin oui, ouais. Mais les deux sont fortement liés. Mais ça ne nous empêche pas de devoir en parler régulièrement et de remettre les pendules à l'heure, mais ça se fait relativement souvent dans la bonne entente, et puis ça prend pas beaucoup de temps sur le jeu, donc ça marche. À la fin, continue à y aller parce que c'est toujours fun. Des bons moments. Et donc là, vous me dites, ça fait 5 ans que vous jouez avec le groupe formé. Enfin, j'avais compris qu'il y a eu des personnes qui étaient ou arrivées ou parties. Très bien. Et au bout de 5 ans, vous considérez que vous avez un jeu bien réglé pour vous? Vous avez des habitudes de jeu qui sont les bonnes, qui vous correspondent tout à fait? C'est des choses dont vous parlez encore ou dont vous parlez plus ou... Je trouve que ça change encore beaucoup en fonction du MJ. Chaque MJ a gardé son style et chaque MJ forcément a ses préférences et oriente sa campagne plus sur de la mécanique ou plus sur du lore qui peut partir un peu dans tous les sens. Je dirais que ce sera toujours un équilibre en fait, qu'on va jamais réussir à avoir une base qu'on peut réappliquer à l'infini sans souci. Je sais que la dernière séance, par exemple, a posé des petits problèmes à au moins un joueur, quoi, et qu'il va falloir rediscuter un petit peu. Hein, Alexis? Non, à ton cousin. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, bon, on en discutera. Mais oui, c'est toujours un équilibre, mais le truc, c'est
maintenant, déjà de des attentes de chacun, à force. Et on a aussi des meilleures habitudes de communication, on va dire. Je trouve que Ok. par rapport au début, on n'attend pas aussi longtemps avant de dire quand il y a des trucs qui nous dérangent et que du coup ça se passe, on les corrige plus vite et on est moins dans le personnel, on va dire. Disons que quand t'es MJ et qu'il y a quelqu'un qui vient te dire bon ton jeu il me fait chier, il faut savoir bouger quand même, quoi. Il faut pas se braquer en se disant bah t'aimes pas mon jeu, je me suis fait chier à le faire donc t'es obligé de bien l'aimer et mange ta soupe. Jette l'initiative contre moi, dépêche-toi. Vas-y. Oui alors non quand même pas. Mais Non, mais je et comprends bien, je te suis là-dedans. on a l'habitude de se parler plus, quoi. Donc Et ça rend comment ça, aussi se parler plus facile. comment ça s'organise enfin, ces discussions, c'est quoi? C'est des débriefs, c'est autour de la partie, c'est en intercession, c'est des stops pendant le jeu, c'est. On interrompt rarement le jeu, je crois pas que ce Ça soit arrive de déjà temps en temps, arrivé. mais ouais, c'est rare. Si, ça arrive de temps en temps, mais Si, c'est c'est arrivé, quand même ouais. rare. Ça va plus être effectivement soit immédiatement en fin de séance, petit débrief, soit entre deux séances, revenir sur quelque chose, prendre plus de temps pour en parler aussi, parce que la fin de séance, c'est le moment où tout le monde doit rentrer. Ouais, la Surtout séance, ouais, Nico. moi je dois m'arracher toujours très vite parce que. Et comme on se voit aussi en dehors, à d'autres occasions, on peut prendre des moments de discussion plus importants quand il y a des sujets qui le méritent. Ok, d'accord, ouais, je vois bien. Donc vous êtes à MJ Tournant, ce qui veut dire que tous les 3 ou 6 mois, vous jouez des campagnes ou des arcs qui ont qui ont des saveurs différentes parce qu'elles sont maîtrisées par des personnes différentes. Si j'essaye de résumer, vous avez des appétences un petit peu diverses, mais du fait que les MJ tournent et puis non, le jeu tourne pas, c'est toujours Donjons et Dragons 5, si je comprends bien. Et, Ouais. et donc On a vous avez essayé Un coup de Goblin Punch quand même. Ouais, pour D'accord. voir un peu plus léger. Et chacun y trouve plus ou moins son compte du fait de l'alternance un peu des manières de jouer et des manières des manières de mener. Est-ce que je J'ai résume bien tout ça? l'impression. Les gens continuent à revenir, et donc c'est plutôt bon Je signe. dirais même plus que plus ou moins son compte, hein. Je pense qu'on est content et que Moi, je trouve que ça marche bien. c'est pour ça que ça dure, et que les soucis dont on a pu discuter étaient franchement mineurs et vite réglés, quoi. Donc, j'ai rarement. Enfin, ok, j'ai jamais inquiétude en allant à Donjons et Dragons de me dire si ça se trouve, la séance va être nulle et je vais repartir en mode j'ai perdu mon temps. Ça n'arrive jamais, donc à chaque fois je suis Ouais, content d'être venu, à chaque fois c'est du fun. C'est rarement. Il se passe rarement ce à quoi je m'attendais, mais ça c'est c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est justement, on joue aussi avec d'autres gens pour que ce soit autre chose que lire un bouquin ou se faire des histoires, d'écrire son histoire tout seul. J'ai absolument pas de transition smooth, mais on m'a parlé d'une Murder Twilight. Oh là! T'as eu vent de ça? Des chèvres qui m'ont très très bien informé. C'était bien pire que Twilight. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Parce que c'est quand même tabou. Non, mais sans que ce soit cette murder-là en particulier, si j'ai bien compris, enfin, si je comprends bien, il y a l'aspect du GN, en tout cas des murder parties, qui est aussi quelque chose qui traverse votre groupe pas mal. d'amis. Ou... Ça demande beaucoup plus d'investissement à écrire, et une fois que tu l'as joué, tu peux plus la rejouer, donc c'est moins fréquent, fatalement. C'est moins fréquent, mais on a le MJ actuel qui s'est trouvé une passion sur le fait d'en écrire à la chaîne et qui nous en pond des à la bonnes. chaîne, ça veut quand même dire 2 ou 3 par an maximum, ce qui est beaucoup, genre vraiment beaucoup pour quelqu'un qui écrit des murders. Mais bon, bah c'est pas pareil qu'une séance de jeu de rôle toutes les semaines, quoi, forcément. Ouais. Ouais, bien sûr. Enfin, L'investissement je nécessaire vois bien. est complètement différent, on va dire. Et oui, d'accord. Et donc
Et c'est des murders qui sont écrites et jouées par cette personne. Ah bah c'est ok, d'accord, ça doit être Landsberg que j'ai bientôt C'est en interview aussi. tout à fait ça. Formidable. Moi je lui poserai plein de questions. Je me note ça, je me mets cette petite épingle pour ne pas le rater. Bien sûr, il sera intarissable. J'espère bien. Du coup, j'ai cassé complètement notre élan, hein, du coup, à mentionner ces histoires de murder. Il y a d'autres thèmes que tu veux aborder classiquement dans cet entretien? Non, je vais te poser la question. Brice Powell, il y a un aspect tactique dans les murders? Ça dépend des murders. Globalement, non. Là, pour le coup, c'est pas trop le sujet. Ah ouais. Il y a des murders où il y a des... Bah, alors, ça dépend ce que t'appelles tactique après. Mais pas du tout au sens de Donjons et Dragons, ou au sens dans lequel on a employé le mot tactique jusque-là, on va dire. Oui, non, il n'y a pas d'optimisation de règles. Généralement, les règles sont très légères. Et après, par contre, il y a du jeu, il y a beaucoup de jeux de essayer de prévoir ce que les autres vont faire et essayer de jouer un coup avant eux, mais c'est pas dans un échiquier très formalisé. J'ai quand même vu des murders où l'action était limitée par des sortes de points d'action utilisables toutes les demi-heures ou quoi. Tu réfléchis quand même pas mal à ce que t'en fais. Hein. Oui, mais l'intention derrière cette mécanique est moins de faire réfléchir. Enfin, en tout cas, dans les murders que j'ai joués avec des points d'action, on va dire, ou des ressources limitées qui te permettent d'avoir des informations, ou d'agir sur un environnement extérieur au GN, quoi. L'intention était tout le temps moins de faire réfléchir le joueur sur quelles actions prendre parce qu'il peut pas tout faire et que du coup il faut d'abord investir en priorité dans les trucs qui sont le plus importants, et si tu te bourres, tu es dans la merde parce que t'as pas réussi à faire ce que tu voulais ou il manque les infos critiques. Et c'était beaucoup plus un mécanisme noob-friendly, on va dire, que toutes les infos tombent pas dans les mains des joueurs plus expérimentés qui ont plus l'habitude de manipuler les règles de jeu de rôle et qui est plus vite quoi, que les autres. Et ça te permet que, même si un joueur est bon, en fait, il est limité par ses points pour choper des informations. Ça veut dire que les informations vont nécessairement, mécaniquement, à cause de cette limite, être réparties entre les joueurs. Ce qui va mécaniquement pousser les joueurs à se parler entre eux, ce qui est le but. C'est qu'ils échangent. Moi, l'aspect enquête, information, action d'une murder party n'est qu'un prétexte pour donner aux joueurs des raisons de se parler dans leur personnage. Ouais, je rajouterais que dans les murders, il y a aussi plus de mensonges que dans le JDR et que, à la manière bêtement d'un loup-garou ou de n'importe quel jeu à rôle caché, ça ramène aussi plus de strates que quand tu sais que t'es dans de la coopération. La stratégie va se déplacer sur le même exercice mental. C'est essayer de deviner. Non, c'est pas le même exercice mental, mais je sais pas. Moi, c'est pas de tout repos mentalement, en tout cas. Dans les deux cas, c'est intense. Pour moi. C'est plus intense, je trouve, dans les murders, parce que tu sais que t'es là pour un one-shot, que tu pourras pas leur jouer, et que tu essayes de trouver le plus de profiter le plus possible de l'intrigue des autres personnages et d'essayer de provoquer des trucs, des actions, des interactions. Et du coup, c'est... À la fin du murder, en général, je suis épuisé. Alors que à la fin d'une séance de Donjons et Dragons, pas systématiquement. Il y a beaucoup de séances de Donjons et Dragons où le focus n'est pas sur moi la plupart de la séance et je peux juste m'asseoir dans ma chaise et regarder les conneries que font les autres et réagir de temps en temps. Et ça me va très bien. Je pense sur les murder parties et le GN d'une manière générale, c'est aussi quelque chose que tu cherches, quoi, d'être totalement immergé, d'être que ce soit demandant. D'ailleurs, comme tu le disais, c'est un temps sur lequel tout est condensé. Généralement, tu t'es préparé avant, t'as lu t'y as réfléchi avant, t'as peut-être même préparé ton costume. Tu vois, c'est vraiment un temps dans lequel tu sais que tu vas investir toute ton énergie là-dedans, quoi. Il y a un point où on s'est quand même tous mis d'accord sur le fait que cet après-midi ou ce jour-là ou cette soirée-là, on allait tous jouer à fond la caisse, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est plus immersif. Pour les murders que pour les GN plus longs, on va dire, mais je suis jamais allé à un GN plus long avec un gros investissement personnel préalable. Donc peut-être que si tu te prépares toute l'année pour tes 2 jours de GN, t'es quand même à fond pendant 2 jours, mais ça doit être épuisant, mon dieu. Déjà pendant 4 heures, c'est pas mal.
Très bien. Et donc les tactiques mécaniques et les combos de sorts ne servent plus à rien. Et on est sur de la tactique sociale et sur du mensonge et des choses qui relèvent plus de justement d'une dimension sociale, quoi, de l'interaction entre personnes. Faut réussir à avoir de l'info plus vite que les autres, faut réussir à comprendre à qui tu peux faire confiance, faut réussir à placer tes billes parce que mine de rien il y a un objectif plus égoïste dans la murder que dans le donjon, sauf si tu joues à un personnage très particulier, quoi. En général, autour d'une table de jeu de rôle, on va essayer d'optimiser parfois des aspects de règles, mais c'est de l'optimisation quasi mathématique d'un système de règles bien défini, comme on essaye de maximiser ses points de victoire, un jeu de société, un jeu de plateau, quoi. Là où, la murder, c'est du diplomatie. Qui est aussi plus déséquilibré par essence, quoi, parce que la monnaie, c'est l'information, c'est pas là pour être équilibré. Enfin, je veux dire, tu joues pas une murder pour que ce soit équilibré. J'y vais pour faire du théâtre, là, pour le coup, vraiment. Enfin, c'est là où c'est fun, c'est là où tu peux aller voir les gens en tant que whatever. Un personnage hors du commun et rigolo à incarner, et parler à d'autres personnages hors du commun et rigolo à incarner dans des conditions, certes, qui émergent des règles, mais enfin, c'est toujours un prétexte. Enfin, je veux dire, les murders, disons que l'aspect équilibré d'une murder est pas un truc nécessairement très recherché. Il y a quand même besoin d'un équilibre pour que tout le monde s'amuse, quoi. Faut quand même que les règles assurent que tu vas pas crever en 10 minutes sur une murder de 4 heures, Oui. des choses comme ça. Mais les murders à kill sont pour l'immense majorité les kills sont restreints à la toute fin, quoi. Bon, pour éviter ça quand même. Ouais. Parce que le but c'est de jouer. Le but c'est de venir et s'amuser. Donc il y a de l'équilibrage. Il y a un peu d'équilibrage. Okay, j'ai une seule mauvaise. Ouais. Alors oui, bah ça après c'est. Prennent que. Ouais, et que si tu viens, bah ça fait chier pas mal de monde. T'es en train de couper, j'ai pas tout entendu. Je sais pas si ça a coupé pour toi, Pignopette. Ouais, tu peux redire ça. Ouais, je sais que j'ai marqué l'icône de connexion sur Discord est passée jaune, là, c'est pas ouf. On verra. Bref, j'ai déjà eu des murders où il y a des gens qui viennent pas. Et ah ouais en étant mais plus jeune, enfin au lycée pareil, et en fait je réalisais au débrief en disant ah mais alors qu'ils avaient pas du tout réalisé l'investissement que ça représentait. Mais aussi, enfin, faut dire que moi j'étais pas très populaire à l'époque et j'avais un peu sous-vendu l'investissement de requis pour que les gens viennent. Mais du coup, il y a des gens qui sont venus sans avoir lu leur fiche de personnage, il y a un mec qui est pas venu du tout. Donc bon, c'était funky. Heureusement, ça me rappelle des vieux souvenirs de murder, tout ça. Très bien, et c'est deux fun différents alors si à t'écouter Brespois, c'est deux fun différents, c'est ça, le Donjons et Dragons et la murder, quoi. C'est différent, mais il y a des points communs, oui. Enfin, dans les deux cas, il y a une couche de théâtre, de RP. L'idée est de, pour moi en tout cas, l'attrait personnel que j'y trouve commun et important, et de s'immerger dans un je sais pas comment dire, headspace en français, dans un paysage mental, I guess, différent. Paysage mental, probablement, ouais. De pouvoir être quelqu'un d'autre pendant un moment, et ce de façon continue, de façon plus ou moins profonde, mais d'être quelqu'un de hors du commun, vraiment différent. Et ça, c'est rigolo. Pour peu que tu aies envie de jouer la personne, mais en général, tu y vas pas si t'as pas envie. J'ai pas encore eu de gens qui viennent me proposer un jeu de rôle où tu joues, c'est pas un SDF dans la rue et qui essaye de se battre contre un chien pour garder le bout de son sac, que ça m'attirerait pas plus que ça. Mais en général, quand tu joues, Dominique, Archange de la Justice, ou un assassin gobelin dans les bas-fonds
d'une ville elfe, c'est plus fun. Bah oui, généralement. Mais ça, c'est vrai pour tout type de narration. On raconte des histoires qui méritent d'être racontées. Et généralement, c'est des choses un petit peu hors du commun, ou un peu extraordinaires, ou un peu. Exactement, Flaubert. Stendhal. Mais tout le monde qui est pas complètement con a compris ce principe. D'accord, très bien. T'as des rancœurs personnelles vis-à-vis de. Elles sont mortes il y a un certain temps, je crois. Oh, n'allons pas sur ce chapitre, par pitié. Bref, non, ça va durer longtemps. C'est pas le sujet. Mais oui, bref, c'est pas le même exercice mental qui va occuper l'aspect calcul du cerveau, mais c'est le même aspect. La saccade encore. Et ce sont des problèmes techniques. Ce sont des problèmes techniques qui arrivent. C'est Je me triste. fais bully par Discord. C'est ça. Tu as épuisé ton quota. Rip. Euh, Récompense Périne, du coup. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que je suis pas du tout dans le même état d'esprit pour une murder que pour ma séance de donjon hebdomadaire. Enfin, déjà, il n'y a pas de. Il n'y a pas autant d'investissement dans le suivi du perso. Enfin, c'est pas toi qui le crée, donc c'est pas toi qui met ce que tu as envie de mettre dedans, même si quand on te donne une fiche de perso, tu vas forcément l'interpréter un peu et en faire ta sauce aussi, mais je trouve qu'il y a une relation différente déjà au personnage qu'on te propose, et il y a un aspect beaucoup plus compétitif, même si on est là pour l'expérience et que c'est toujours pour s'amuser, que c'est très fun, mais il y a un aspect de ok, c'est cool de gagner une murder, tu vois, c'est cool de réussir ses objectifs, c'est cool de, je sais pas, buter ton pire ennemi, et du coup, je trouve que je le prends avec plus de malice, tu vois. Pourquoi il y a toujours un truc un peu malicieux dans tirer son épingle du jeu, cerner les gens, mentir aux gens, enfin. Et c'est malicieux tant que juste compétitif. Ouais, ça m'amuse pas de la même manière. Et ouais, effectivement, il y a un aspect compétitif qui est inhérent au format de Murder, parce que tu joues beaucoup plus avec des intérêts qui sont pas les mêmes. Donc, directement opposés, avec au moins quelques autres persos, sinon. Sinon, c'est vraiment juste faire la dinette, quoi. Sinon, il y a moins de jeux. En général, c'est dommage de pas le faire dans l'écriture d'une. Ou alors, c'est un truc très particulier, mais ça se rapproche plus de l'escape game avec une couche de roleplay, quoi. Ouais, oui, ça peut être. Oui, non, mais de toute façon, toute bonne murder voit son lot de trahison. Je sais pas quels souvenirs vous avez, mais. Du sang et des larmes, hein, c'est clair. Voilà, c'est exactement ce pourquoi on joue une murder party. Alors, ceci étant dit, j'ai quand même un de mes meilleurs souvenirs de meurtre. C'était un volume qu'un de mes camarades de classe avait fait en école. Sauf qu'il a mis 2 ans à l'écrire, et pour 6 personnages, et il fallait 3 maîtres du jeu pour la faire tourner. Et chaque personnage avait, en plus des 15 pages de background classique, plutôt générique, entre 20 et 40 pages de personnages en police 12 sur Word. Tu vois. C'était touffu. C'est une murder sur des vampires. Pas dans le même style que ce qu'on a fait, mais extrêmement chouette. Où, évidemment, les personnages ont des intérêts opposés. Mais avec une couche de politique. L'idée étant, les vampires, c'est proche d'un monde de Vampires the Masquerade, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, oui, présent. Il y a des institutions vampires qui dirigent les vampires, et les vampires ils dirigent le monde dans l'ombre, en gros. Sauf que de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus d'humains quand même. Le nombre d'humains a augmenté beaucoup plus vite que le nombre de vampires, et leur technologie aussi, et donc les vampires commencent à s'inquiéter un peu, et donc ils font vraiment exprès de faire en sorte que les humains les découvrent pas. C'est la mascarade de Vampires the Masquerade, je le crois.
On était dans cette murder les représentants des factions principales. Les leaders, pas les représentants, les leaders des factions principales de vampires. Et donc, il y avait plein de merde dans le monde de vampires. C'est une murder party, donc le grand chef de la plus grande faction qui imposait l'ordre, il vient de se faire tuer. Il y a des factions qui ont des avis différents sur plein de trucs. Il y a des néo-vampires qui sont des espèces d'hybrides humains-vampires qui veulent se tailler une place dans les deux mondes en même temps. Il y a un virus qui tue que les vampires, qui sévit et qui a aucune chance d'être arrivé là naturellement, mais qui est assez con pour libérer ça dans la nature parmi nous vampires. Et bref. Et du coup, à la fin, il y a toute une phase politique de la murder. La dernière heure des 6 heures de murder, quand même, c'est une table ronde. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de murder, déjà parce que c'était gros et tissant, on va dire, mais aussi parce que j'avais eu des éclairs de lucidité en parlant aux autres personnages, en me disant ah mon Dieu, mais eux ils doivent être dans telle situation politique et ils doivent du coup leur contrainte ça doit être ça, et j'avais réussi à deviner à tous les autres personnages sauf un leur grosse motivation politique, leur point bloquant politique, on va dire, dans leur position de négociation à la table. Et du coup, j'avais réussi à orienter le débat vers une solution qui, certes, ne me plaisait pas totalement à moi, personnellement, mais qui marchait dans mon agenda politique et qui marchait pour les agendas politiques des autres. Et du coup, à la fin, le monde était globalement fonctionnel. Les vampires n'étaient pas en train de s'étriper, les humains n'étaient pas en train d'étriper les vampires, ni inversement. On avait un plan graduel de faire tomber le statut du secret sans pour autant que les humains nous exterminent à vue. On avait un plan pour développer du sang de synthèse viable. On avait un plan pour faire... Enfin bref, en gros, basiquement, le monde allait s'en sortir. Aucune faction n'allait crever. Et je suis sorti de là avec, justement, du coup, pour une fois, une résolution plutôt de conciliation à une murder où personne n'est mort. Beaucoup, parce que les vampires peuvent mourir un peu, mais pas trop. Bref, tout le monde est reparti plus ou moins vivant de la murder. Et c'était super satisfaisant. Et le MJ était sur le cul parce que c'était la première fois, il l'avait fait 6 fois cette murder, et c'était la première fois qu'il y avait juste le monde qui ressemblait à quelque chose à la fin, quoi. Sinon c'était soit guerre nucléaire totale, soit les vampires qui tuent tout le monde sauf 3 fermes d'humains dans un coin, soit il y a la famille des vampires plus forts que les autres qui décident d'anéantir toute vie sur la planète, ou des conneries comme ça. Et nous, non. Nous, on avait réussi à faire une sorte plutôt dans la conciliation, pour une fois. Et c'est la seule murder où j'ai fait ça, enfin où il y a ça qui s'est passé à la fin, et j'en garde un super bon souvenir. Et c'est des cas où ça dépasse l'intention de l'auteur, parce que tu dis que l'auteur, lui, il se disait c'est bizarre que ça termine comme ça, si je comprends. Ça dépasse pas vraiment son intention, parce qu'en fait, dans toutes les autres murders, au moment où ça commence à vraiment partir en couille, lui introduit un nouveau personnage, un PNJ, qui est un vampire primordial. Je sais pas, sinon The Masquerade, il y a le principe des générations de vampires, et plus t'es les antidiluviens, passes, moins t'es fort, et donc lui, il introduisait un vampire mondial qui arrive et qui rebat le jeu un peu, qui est là pour donner des nouvelles infos à tout le monde, ce qui fait reconsidérer certaines hypothèses critiques à certaines factions qui sont vraiment sinon lancées sur une course de trajectoire, sur une trajectoire de collision au début de la merde des autres. Et il n'a pas eu besoin de le faire avec nous parce que ça se passait relativement bien autour de la table en fait. Point critique étant que les positions politiques de chacun, on n'a pas intérêt à les révéler. Et il a fallu que je passe... C'est à peu près là-dessus que j'ai passé tout mon temps, mon énergie et mes pouvoirs empiriques. C'était pour essayer de découvrir non pas les secrets personnels et comment chacun avait trempé dans les assassinats ou les tentatives d'assassinat envers tout le monde et les autres membres du groupe et le mec qui est mort, effectivement, le grand chef, mais sur leur situation politique et essayer d'intercepter leur communication avec leurs sous-fifres, essayer de pirater leur banque d'informations et tout. Bref.
J'avais joué le jeu de la politique plus que le jeu des intrigues personnelles, on va dire. Et ça m'avait permis d'en savoir assez pour deviner les points qui allaient vraiment bloquer et contourner, trouver des compromis qui mettaient personne dans le rouge sur sa fiche de politique, on va dire. Et les Personne n'avait tout ce qu'il voulait, solutions, mais ça marchait. ce type de solution créative qui dépasse un petit peu ce que l'auteur a prévu, moi je trouve que c'est les plus satisfaisantes. J'ai un exemple similaire dans une Murder qui s'est terminé avec 2 personnes qui rédigent un contrat, genre, tu vois, textuellement, ils écrivent vraiment, un accord par écrit, sur un certain nombre de points pour, alors que normalement la situation est plus ou moins vue comme insoluble, puisqu'il y en a une des factions qui est censée gagner, l'autre qui perd, et cetera. Et je trouve que dans le jeu de rôle, c'est aussi, enfin sur table, Donjons et Dragons, et cetera, les solutions créatives qui, notamment celles où moi, en tant que MJ, je me dis: «Ah, mais j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment trop malin et ça va plus loin que ce qui était prévu», où les joueurs se défoncent. Moi, je trouve que c'est vraiment les issues les plus satisfaisantes possibles, quoi. Tu vois? Toi, tu dis que tu en gardes un bon souvenir, mais c'est aussi parce que ton investissement, je suppose, heu, paye sur le fait que, enfin voilà, ta créativité est récompensée, quoi, si tu veux. Oui, Je sais pas où je vais avec cette réflexion. non, mais c'est vrai. À un point où, en tant que maître du jeu, au bout d'un moment, aussi d'un niveau comme j'ai vraiment l'habitude de Donjons et Dragons, au bout d'un niveau de puissance atteint par les personnages, un certain niveau dans les règles, quoi, je commence à, plus souvent que l'inverse, prévoir une situation avec de l'adversité et pas essayer de penser à comment ils vont s'en sortir. Parce que ils trouvent toujours un truc. Et si moi je cherche. Enfin bon, alors faut quand même pas être trop con, et s'ils ne trouvent pas, il faut pas que ce soit la fin de l'aventure. Mais si moi je cherche des moyens, un problème, un moyen de contourner le problème, un moyen de la résoudre et machin, ils vont plus souvent que non trouver un autre truc auquel j'avais absolument pas pensé. J'ai eu des gens qui s'échappaient d'une cellule en posant un bol d'eau par terre et en faisant contrôle du niveau de l'eau dessus jusqu'à ce qu'ils puissent tous nager à la surface, plutôt que d'essayer de trouver une astuce pour escalader les murs, parce qu'il y avait une astuce pour escalader les murs, mais ils en avaient rien à secouer. Mais bon, ce T'as genre déjà de truc, ça assisté arrive à souvent quand ce... même. j'allais relancer vers Pinoupat en disant: «Mais toi, est-ce que t'as déjà assisté à de telles solutions créatives?» Ah, des coups de Euh, génie. Absolument. Bah ouais, il y en a de temps en temps, et c'est ça qui fait, je trouve, les séances dont on se souvient, c'est ça qui est cool. Après, c'est validé ou non par le MJ, parce qu'il a ses plans aussi, et la vraie victoire, c'est quand il accepte d'aller à l'encontre de ses propres plans. Mais ouais, c'est ça qui est cool, et c'est ça, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qui, moi, me fait préférer les moments interactifs aux moments de combat que je trouve un peu plus plat, parce que j'ai ma fiche de perso, je sais quelle est mon arme ou mon sort le plus puissant, bah je sais que je l'utilise, et très souvent ça se règle comme ça, quoi. Et je trouve qu'il y a, en tout cas dans les petits niveaux, les fiches de perso quand on n'est pas mage sont pas assez riches pour qu'il y ait cette créativité qui vienne s'exprimer. Ah, donc en fait, toi, la Je suis plus-value, d'accord. la plus-value pour toi, c'est justement le fait qu'il y ait la troisième option qui soit inhérent au jeu plutôt libre Ouais, et pas celui qui est contraint par les règles. ouais, carrément. Ça, je suis d'accord que c'est plus intéressant de jouer autour d'une table avec un MJ que devant un ordinateur avec un système déjà codé. Mm. Encore que Baldur's Gate est remarquablement impressionnant de ce point de vue-là. Mais bon, c'est Là, il faut encore une changer de tangente. sujet parce qu'il va spoiler Oui. tout le monde. Ouais. Moi, il y a un livre de Flaubert aussi que j'avais bien aimé dans ce sens-là, qui était... On va arriver au bout d'une heure d'entretien. J'ai une dernière question qui est la question que je pose à tout le monde dans les discussions. Moi, je cherche des conseils de jeux de rôle et particulièrement des conseils qu'on n'entend pas assez souvent et ceux qu'on donne pas assez. Est-ce qu'il y a des conseils que vous entendez peu et qui pourtant sont très importants?
D'un côté de MJ ou de joueur ou les deux? Ce qui vous vient. Il m'en faut juste un que j'entends pas tout le temps. J'entends pas beaucoup de conseils parce que je vais pas souvent beaucoup en chercher. Je sais pas trop ce qui se dit ou pas en fait out there. Et bah, juste Pour un bon moi, conseil alors. Pour moi, faut se faire rire, que ce soit quand on écrit pour faire jouer les autres ou quand on est un joueur qui va proposer un play dans le jeu. Faut accepter de faire les trucs cons et de faire les trucs loufoques et de pas forcément être by the book tout le temps, parce que c'est ça qui est drôle et qui fait qu'on se souvient de ce qu'on joue, quoi. Excellent conseil. Personne ne dit qu'il faut rire. Je suis. Pourquoi personne n'y a pensé à dire ça? C'est vrai ou je me fais hard troller? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Vraiment, Et je trouve que ça vaut beaucoup pour le MJ aussi, tu vois. Enfin, quand le MJ réussit à créer un perso qui est absurde et qui nous fout sous le nez, qu'on sait pas comment réagir face à ce truc-là, enfin, c'est génial. C'est ce que je préfère. Tout le monde dit qu'il faut jouer pour s'amuser, il faut jouer machin, mais personne n'a dit qu'il faut jouer pour rire, et c'est tellement vrai. T'as quelque chose, Brace Power? Bah là comme ça dans le vide, ah non. C'est important de bien communiquer. Il faut savoir faire la part de l'improvisation et de la préparation. Il y a plein de trucs importants pour s'amuser dans un jeu de rôle, mais s'il y a un aspect que tu négliges complètement et qui merde complètement, le tout en pâtit, donc il faut être attentif à un peu plein de trucs. D'accord. Ton conseil, c'est qu'il faut pas se focaliser sur un seul conseil. Allez, bon voilà, c'est là-dessus. I guess. Comme là,